Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'investigateurs pour Horror Arkham, le JCE. On commence la série des 5 investigateurs parallèles. Alors les investigateurs parallèles, c'est... Je sais plus si c'était en 2020 qu'ils ont commencé ou en 2021. Je m'en souviens plus. Pardon, j'ai bugué. Donc en fait, ce sont les 5 investigateurs de la boîte de base, sauf qu'ils sont différents. C'est pas comme les investigateurs promotionnels dans lesquels seule la carte signature et la faiblesse sont changées. Là, on a 4 changements. Le devant de l'investigateur, donc ses stats et ses effets de jeu, le recto quoi, le verso de l'investigateur, les règles de construction du deck, la carte signature, pour Roland Banks on verra même qu'en plus de la carte signature qui est changée, il a d'autres cartes, d'autres cartes signature, et enfin la faiblesse. Alors, le principe c'est que quand on joue l'investigateur parallèle, évidemment, il y a plein d'avions qui passent vu que c'est le week-end. Quand on joue un investigateur parallèle, on peut choisir le recto d'origine et le... Alors évidemment, on peut choisir le recto et le verso d'origine, c'est-à-dire l'investigateur d'origine, mais on peut choisir le recto d'origine et le verso parallèle, le recto parallèle et le verso d'origine, ou le recto et le verso parallèle. Donc là on va parler de Daisy Walker. Concrètement maintenant il y a 4 versions de Daisy Walker. Origine, origine parallèle, parallèle origine et parallèle parallèle. Alors origine, donc pour le recto et le verso, c'est celle qu'il y a dans la boîte, voilà. Les 2 versions, un côté origine, l'autre côté parallèle, je vais pas le traiter parce que ça ferait trop à faire. Moi je vais me pencher sur le 4e cas, recto et verso en version parallèle. Voilà. Donc les cartes, on peut les télécharger en version originelle sur le site de FFG, évidemment, vu qu'il n'y a plus de site en français, pour avoir le PDF des cartes imprimables en français, il faut demander à quelqu'un qui les avait téléchargées à l'époque. Je suis quasiment sûr, mais je m'en souviens plus vu que ça date de quelques mois, que dans l'impression groupée pour le 2e cycle fanmade, on a 3 ou 4 investigateurs fanmade, 3 ou 4 investigateurs parallèles. Voilà. Donc, moi je vais me focaliser sur l'investigateur. Donc la première carte c'est Daisy. Ensuite il y a ces 2 cartes, sa carte signature, sa carte faiblesse. Et il y a 4 cartes qui correspondent au scénario. Ces cartes-là, je m'en préoccupe pas, voilà, il y a un mini scénario, je sais pas comment ça marche, je me suis jamais penché dessus. Bon, longue intro. Daisy Walker. Donc oui, j'ai pris pour les 4 premiers, j'ai les images en VF. Pour la 5e, je pense que j'aurai que la VO. Donc Daisy Walker, on remarque qu'il y a cette espèce de comment appeler ça, de trame, d'apparence bleu sombre, pour indiquer que c'est la version parallèle. Donc 1 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de force, 2 d'agilité, 5 points de vie, 7 points de santé mentale, très miskatonique. Vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 de santé mentale pour chaque soutien livre que vous contrôlez. Action rapide, résolvez une à la fois une capacité action de chaque soutien livre que vous contrôlez en ignorant leur coût en action.
limite d'une fois par partie. Signe des anciens +1, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien-livre de votre pile de défausse. Voilà. Le verso, taille du deck 30, construction du deck, carte livre de niveau 0 à 5, carte chercheur de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes gardien et ou mystique de niveau 0. Exigence du deck, le fourre-tout de Daisy, le Necronomicon, traduction de John Dee, une faiblesse de base au hasard. Alors je me rends compte que j'ai oublié un truc. Je vais préparer l'onglet vite fait. Voilà. Donc. Comme la version originelle, elle joue beaucoup sur les livres. Donc on va regarder toutes les cartes qui ont le trait livre. Il y en a un en gardien, tout plein en chercheur, il y en a 2 en survivant et il y en a maintenant un certain nombre en mystique. Les livres auxquels elle a maintenant accès, auxquels elle n'avait pas accès dans sa version standard. Il y a l'Atlas astronomique, donc soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait objet livre, action rapide, inclinez l'Atlas astronomique, regardez la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une faiblesse, attachez la face cachée à l'Atlas astronomique, maximum de 5 cartes attachées, action rapide, attribuez une carte attachée à l'Atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser, limite d'une fois par test. Si on regarde toutes les compétences auxquelles elle a accès, il y en a. Il y en a un certain nombre. Et si on regarde spécifiquement les compétences qui ont le trait entraîné, il y a déduction, inspecter les alentours, non, ça c'est un mauvais exemple, perception, plan d'action, maîtrise, bof, et est-ce que je l'avais dit, perception? Oui, je crois. Donc déduction, perception, plan d'action, ok, qu'on peut utiliser à plusieurs reprises avec la perfection vient de l'entraînement. Donc l'Atlas astronomique, plus ces 3 compétences qui ont le trait entraîné en 2 exemplaires, plus la perfection vient de l'entraînement, on peut faire un deck compétences par exemple. Alors le parchemin des secrets, pourquoi je l'ai mis là? Je ne m'en souviens plus, parce qu'elle y avait déjà accès. M'en souviens plus, tant pis. Le livre des abysses, action incliner livre des abysses combattre, vous avez le droit d'utiliser soit l'intelligence soit la volonté pour cette attaque, au lieu de la force. Quand vous initiez cette attaque, vous avez le droit de placer une fatalité sur le livre, jusqu'à un maximum de 3. Vous gagnez +1 à votre valeur de compétence et infligez +1 dégâts lors de cette attaque pour chaque fatalité sur le livre des abysses. Donc du combat, en utilisant son intelligence ou sa volonté. Et, que je dise pas de bêtises, elle a accès donc à des cartes gardien et ou mystique de niveau 0, elle a accès par exemple au rituel du clair de lune pour se débarrasser des fatalités, par exemple. Elle a accès à magie véritable, qui est donc un soutien livre et relique qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane, une charge renouvelée au début de chaque round, et vous pouvez résoudre les capacités sur les soutiens sorts de votre main simplement en révélant le soutien, et on considère que magie véritable est le soutien révélé, notamment pour payer le coût en charge. Sachant que, vu qu'elle n'a plus accès aux cartes de la classe mystique, sauf en total de 5 cartes de niveau 0, en chercheur, elle a ça. Notamment les glyphes archaïques pierre d'orientation. Dépensez une charge enquêtée, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite.
Alors, si vous avez l'atlas astronomique et donc ses compétences entraînées, par exemple la perception de niveau 2, vous pouvez, vos 5 d'intelligence plus perception, vous montez à 8 en intelligence, vous pouvez faire de belles réussites. Voilà. Ça, c'est le glyphe archaïque qui permet de faire des évasions en réussissant des enquêtes, sans se prendre d'attaque d'opportunité. Ça peut être très intéressant en solo. Les glyphes archaïques, vous pouvez réduire leur coût grâce à l'analyse subtile. Alors, elle a accès au catalogue de chez Schaffner, donc elle paie 2 pour le jouer. Elle peut utiliser les 5 secrets qu'il y a dessus comme des ressources pour payer les soutiens objets joués par n'importe quel investigateur dans son lieu. Sachant que tous les livres sont des objets, elle a un livre qui va lui permettre de réduire le coût de ses autres livres. Voilà. Les cartes gardiens mystiques de niveau 0, il y en a tout plein. Je vais en mentionner juste quelques-unes. Alice Luxley, plus en intelligence, donc c'est bien pour réussir ses enquêtes. Après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc par exemple, si vous jouez en solo, vous vous focalisez sur les indices et grâce à Alice Luxley, trouver des indices vous permet de faire des dégâts. Oui, j'ai bugué parce qu'il y a eu annoncé sur Twitter une version améliorée d'Alice Luxley qui est encore en cours de conception. Donc je disais, vous êtes en solo, vous vous focalisez sur des cartes d'enquête, et grâce à Alice Luxley, réussir les enquêtes inflige des dégâts. Vous ajoutez à côté de ça des cartes qui font des dégâts soit sans test, soit en utilisant votre intelligence, et ben voilà, ça vous fait le module de gestion des ennemis. Bien équipé. Ah oui, bien équipé, donc c'est le permanent gardien. À acheter lors de la création du deck, forcé, quand votre premier tour de la partie débute, jouez n'importe quel nombre de soutiens objets de votre main en réduisant de 1 le coût de chacun. Lors de ce tour, effectuez 3 actions de moins. Si vous faites un deck dans lequel vous mettez vraiment plein de livres, je sais pas, par exemple, vous mettez 10 livres, et c'est faisable, il y a assez de cartes qui ont le trait livre pour ça, et ben pendant votre premier tour, vous pouvez jouer plein de livres en réduisant le coût, voilà, là, donc encore une fois les livres, et vous voyez qu'ils ont tous le trait objet. Alors, à peu près tous les livres occupent un emplacement de main, donc vous allez être limité par ça, mais le catalogue de chez Schaffner n'utilise pas d'emplacement de main, et si vous pouvez jouer le fourre-tout de Daisy, ça vous donne 2 emplacements de main supplémentaires pour des livres. Donc, 2 mains, 2 emplacements de main, plus le catalogue de chez Schaffner, plus le catalogue de chez Schaffner qui occupe pas d'emplacement, plus les 2 livres contenus par le fourre-tout de Daisy, plus le fourre-tout de Daisy, vous pouvez, dans la situation idéale, jouer 6 objets, dont 5 livres au premier round. Vous aurez une réduction de 6, donc il faut que ces 6 objets, à eux tous, aient un coût total de maximum 11 ressources. Mais ça peut quand même vous faire un gros boost au démarrage. Elle a accès à protection rapprochée. Donc réaction, après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, inclinez protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Moi en général, quand je joue un duo, j'ai le combattant qui souvent commence la phase d'investigation pour débarrasser des ennemis et laisser le champ libre à l'enquêteur. Soit, s'il n'y a pas d'ennemis en jeu, le combattant va
aller explorer pour voir où il faut envoyer l'enquêteur. Et ensuite, quand l'enquêteur est allé dans le... L'enquêteur, une fois qu'il a fini de vider un lieu de ses indices, il sort du lieu, et grâce à protection rapprochée, le combattant le suit. Ce qui fait qu'en duo, l'enquêteur et le combattant sont à peu près tout le temps dans le même lieu, sauf si j'ai besoin du combattant pour aller explorer. La Daisy parallèle, c'est elle qui peut se faire traîner par le combattant. Donc, le combattant, il entre dans un lieu, après qu'il s'est déplacé vers un lieu. Donc, on déplace le combattant, on retourne la carte lieu, on voit si le lieu est intéressant ou pas. S'il n'est pas intéressant, Daisy ne bouge pas. Le combattant revient sur ses pas, il explore un nouveau lieu, il retourne la carte, il y a des indices, maintenant Daisy elle se déplace. Voilà. Et comme ça, elle commencera son tour dans un lieu avec des indices. L'explosion de dynamite pour faire des dégâts sans test. L'explosion de dynamite, je suis en train de bugger. Elle coûte 5, la seule version à laquelle Daisy a accès, mais le vieux grimoire de niveau 3 peut permettre de jouer la carte pour 2 ressources de moins. Voilà. En mystique, Daisy parallèle a accès à Alisagram, un bonus en intelligence et la possibilité, en se prenant une fatalité, de mettre sous un deck la carte qui se trouvait dessus. La canne épée, c'est du combat ou de l'évasion en utilisant la volonté à la place de la force ou de l'agilité. Ça occupe un emplacement de main par contre. Sachant que la volonté, vous partez avec une base de 1, mais pour chaque livre vous avez plus 1. Donc assez facilement vous aurez 3 de volonté, 4 de volonté, vous pouvez monter beaucoup plus haut. Vous avez toujours accès à la clé de Saint-Hubert, bonus en volonté et en intelligence, très bien. Donc de bonnes chances de réussir les enquêtes, de bonnes chances de résister au deck de rencontre. Voilà. Je sais plus si c'est là que je voulais en parler. Ce sont les cartes chercheurs de niveau supérieur à 3 auxquelles ne peut pas avoir accès cette version de Daisy. Alors, premier truc que je remarque, elle n'a pas accès à Abigail Foreman, ce qui est dommage parce que Abigail Foreman joue avec les livres. Sinon, Archives des voix, j'ai encore jamais joué. Bourse archéologique de Miskatonic, ça permet d'avoir plein d'alliés. Décrypter la réalité, ça peut être très bien quand on révèle plusieurs lieux sans les vider immédiatement de leurs indices. Étrange solution. Grimoire cryptique, c'est pas un problème vu que ça le trait livre. L'œil de la vérité, c'est quand même une très bonne compétence. Et puis pierre ancienne éventuellement, mais bof. Donc au final, je trouve qu'elle rate pas grand chose au niveau des cartes chercheurs auxquelles elle a accès. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu sur... Évidemment, j'ai comme d'habitude des problèmes pour charger les onglets. Donc voilà, j'ai parlé des cartes auxquelles elle a accès. Maintenant, voyons voir en jeu. Qu'est-ce qu'elle donne en jeu ? Elle a toujours 5 en intelligence, donc elle est toujours très bonne en enquête. Elle est toujours faible en gestion des ennemis. En début de partie, elle va être faible en volonté, elle a seulement 1. Mais si vous la jouez à fond avec les livres, vous montez sans problème à 3 en volonté ou 5 en volonté. Je vais revenir là-dessus après. 5 de santé, c'est faible, c'était déjà le cas dans sa version standard. 7 en santé mentale, c'est faible, c'est moins que ce à quoi on s'attendrait, mais encore une fois, c'est boosté par les soutiens livres. Et on remarque, pour qu'elle retrouve
les stats de sa version standard, il faut qu'elle ait 2 livres en jeu. Si elle a 2 livres en jeu, elle est 3, 5 de 2 et elle a 9 en santé mentale. À partir du moment où vous avez un 3e livre en jeu, elle a de meilleures stats. Son action rapide, elle va pouvoir résoudre toutes les capacités d'action de ses soutiens livres, mais une seule fois par partie. Alors là, c'est difficile en ignorant le coup d'action. Mais uniquement le coup en action. C'est-à-dire qu'en action rapide, elle peut potentiellement faire 5 actions. Dans sa version standard, elle avait une action gratuite avec un soutien livre par round. Donc, clairement, dans cette version-là, elle a moins de gains d'action. Sauf si vous arrivez à activer, 9 livres et que votre partie n'a duré que 7 rounds. Mais c'est pas parce que vous avez 9 livres en jeu que vous trouverez l'utilité de toutes ces actions-là. Je vais regarder rapidement. Enfin rapidement une fois que ça sera chargé, encore une fois. Si on regarde par exemple, le livre des psaumes, c'est pas un truc que je vois bien dans son deck, mais Archive des voix, il n'y a pas d'effet d'action. Atlas ésotérique, ça fait se déplacer. Est-ce que vous voudrez vous déplacer et utiliser les effets des autres livres? Le codex d'un autre monde, est-ce qu'à ce moment-là vous avez vraiment besoin de défausser des cartes en jeu sous condition? Alors l'encyclopédie, plus de une compétence de base pour toute une phase, c'est toujours intéressant. Fragment de Celaeno, il n'y a pas d'effet d'action dessus. Glyphe archaïque, selon la version des glyphes, ça sera pour une enquête avec un effet bonus à côté. Journal des rêves, une fois que vous l'avez amélioré, il n'y a plus d'effet d'action. Lexique occulte, pareil, etc., etc. Donc cet effet-là, je sais pas si ça sera facile d'obtenir d'obtenir un effet très impressionnant. Son signe des anciens, renvoyer dans la main un soutien livre de la pile de défausse. Elle joue avec les livres et elle peut récupérer les livres qu'elle a défaussés. Là, je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire que vous n'aurez pas forcément à vous soucier de recharger les livres. Un livre à plus de charge, soit il se défausse tout seul, comme le catalogue de chez Schaffner, soit vous le laissez en jeu, puis vous jouez un livre par-dessus, le livre vide et défaussé, et plus tard vous le renvoyez dans votre main, et par contre il faudra le rejouer. Et chaque fois que vous voudrez jouer un livre, ça vous prendra une action. Voilà. Voilà. Donc sur l'investigatrice en elle-même, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Sa carte signature. Donc il s'agit du fourre-tout de Daisy. Ah, un truc que j'ai pas mentionné, les cartes parallèles, il y a la mention avancée dessus. Voilà. Donc le fourre-tout de Daisy, un objet qui coûte 2, icône de volonté, icône d'intelligence et 2 icônes libres. Vous avez 2 emplacements de mains supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens livres. Comme dans la version standard. Réaction, quand vous jouez un soutien livre lors de votre tour, inclinez le fourre-tout de Daisy, ce soutien livre gagne rapide. Je suis en train de... Ah oui, je confondais. Bon, j'ai eu un plantage d'ordi, ça faisait longtemps. Et autant l'audio et la capture d'écran ont bien réussi leur sauvegarde automatique au plantage, autant la webcam non, donc j'ai pas remis la webcam, il y aura pas ma tête sur cette vidéo. Je disais donc le fourre-tout de Daisy, sa carte signature, un soutien qui coûte 2,
un icône de volonté, un icône d'intelligence, 2 icônes libres, trait objet. Le mot-clé avancé pour indiquer que c'est une carte parallèle. Voilà, vous avez 2 emplacements de mains supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens livres, comme la version standard. Réaction, quand vous jouez un soutien livre lors de votre tour, inclinez le fourre-tout de Daisy, ce soutien livre gagne rapide. Rappel, Daisy a une volonté et une santé mentale boostées pour les livres qu'elle contrôle. Et, je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous voulez avoir les mêmes stats et la même résistance qu'avec la version standard, il vous faut 2 livres. Si vous en avez plus, vous avez de meilleures stats. Donc on est incité à jouer beaucoup de livres. Je mentionnais également que son signe des anciens permet de récupérer en main des livres de la défausse. J'ai dit que ça serait un problème, que ça coûterait des actions, mais non. Si vous avez votre fourre-tout, une fois par round, vous pouvez jouer un soutien livre sans que ça vous coûte d'actions. Donc voilà, si vous pouvez mettre plein de livres dans votre deck, vous les jouez à un rythme, vous pouvez les jouer à un rythme relativement soutenu, vu qu'une fois par round, vous en jouez un sans que ça vous coûte d'action, à condition bien sûr d'avoir le fourre-tout de Daisy. Ah oui, voilà. Donc, vous êtes ainsi d'avoir plein de livres, mais combien de livres pouvez-vous avoir ? Eh ben, vous avez vos 2 emplacements de main standards, le fourre-tout qui vous donne 2 emplacements supplémentaires, illumination ésotérique, vous avez droit à un emplacement de main supplémentaire pour un soutien livre, et cette carte peut être prise en 2 exemplaires, donc on en est à 6. J'avais raté ça quand j'avais préparé la vidéo, mais vous ne pouvez pas avoir Abigail Foreman, vu qu'elle est de niveau 4. Le catalogue de chez Schaffner, il ne prend pas d'emplacement de main. Y a des livres qui ont le trait relique, comme par exemple Magie Véritable. Voilà, Magie Véritable. Et donc avec Eli Horowitz, ce livre qui est aussi relique est attaché à elle sans que ça vous prenne d'emplacement de main. Donc 2 de base, plus les 2 du fourre-tout, plus les 2 des 2 copies d'illumination ésotérique, plus potentiellement 2 copies du catalogue de chez Schaffner, plus un livre relique attaché à Eli Horowitz. Si je me suis pas planté dans mes calculs, ça fait 9 soutiens livres. Et on revient à la carte Daisy. Vous pouvez avoir plus 9 en volonté et plus 9 santé mentale. Alors évidemment c'est un cas extrême, mais voilà, vous pouvez monter jusqu'à 10 en volonté et 16 en santé mentale. Ça n'arrivera quasiment jamais, mais de la même façon que certains joueurs disent j'ai réussi à jouer la carte jour de paix avec ma 22e action du tour, moi je mentionne que vous pouvez avoir une Daisy Walker qui a 10 de volonté de base. Voilà. Et encore une fois, comme vous pouvez avoir beaucoup d'emplacements de main pour des livres, vous mettez plein de livres dans votre deck. Grâce au fourre-tout, un livre par round ne vous coûte pas d'action. J'ai pas la carte sous la main, mais le vieux grimoire de niveau 3 vous permet que je dise pas de bêtises. Enfin, vous utilisez le vieux grimoire pour tutorer, ça vous coûte une action, mais potentiellement en dépensant un des secrets du vieux grimoire, vous mettez un livre en jeu. Donc, alors vous avez quand même dépensé l'action, mais vous avez la possibilité, en plus de l'action pour tutorer, de mettre un livre en jeu. Donc ça peut... ça vous fait, c'est un cercle vertueux. Vous avez vraiment tout intérêt à jouer plein de livres. Voilà. Et... voilà. Sa carte faiblesse maintenant, le Necronomicon. Alors, traduction de John Dee. Je vais vérifier
je me souviens plus la version de la boîte de base, la version standard, si c'était la même. Ouais, c'est John Dee aussi. Ok, je pensais que ça avait un sous-titre différent. Donc une faiblesse qui occupe un emplacement de main, objet livre, révélation, mettez le Necronomicon en jeu dans votre zone de menace avec 3 horreurs dessus. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins une horreur sur lui. Tant qu'il est en jeu, traitez chaque signe des anciens d'un pion KO que vous révélez comme étant à la fois cultiste, tablette et chose très ancienne. Résolvez les 3. Action, déplacez une horreur du Necronomicon vers Daisy Walker. Ensuite, si le Necronomicon n'a pas d'horreur sur lui, défaussez-le. Alors je vais quand même rappeler la version de la boîte de base. C'est à peu près les mêmes choses. On traitait le signe des anciens comme un échec automatique, donc on se retrouvait avec 2 échecs automatiques dans les faits. Et il fallait pareil déplacer les horreurs. Le truc, c'est que quand on jouait Daisy standard, on avait le droit à une action gratuite par round pour effectuer l'action. Donc ça ne prenait aucune des 3 actions du tour pour s'en débarrasser. Daisy parallèle, elle a plus ce bonus d'action. Voilà. Et concrètement les faits, on doit résoudre ces 3 pions spéciaux. Alors j'ai cherché quelques exemples. Par exemple, BC de Rideau, le premier scénario de la route de Carcosa, les 3 ont comme effet en standard -4. Si votre lieu a au moins une horreur sur lui, subissez une horreur, prise dans la réserve de pions. Si votre lieu n'a pas d'horreur sur lui, placez une horreur à la place. Alors là, déjà le modificateur négatif c'est -4, plus -4, plus -4, donc -12. Donc dans les faits, c'est un échec automatique. Et vous résolvez 3 fois l'effet commun aux 3 pions spéciaux. Donc si votre lieu a au moins une horreur sur lui, vous subissez une horreur, puis une horreur, puis une horreur. Donc 3 horreurs. S'il n'y a pas d'horreur, vous mettez une horreur sur lui. Alors, comme le premier... Donc s'il y a déjà une horreur, vous allez sur votre lieu, vous subissez 3 horreurs. S'il n'y a pas d'horreur, en résolvant le premier pion, vous mettez une horreur sur votre lieu, et ensuite vous subissez 2 horreurs. Donc c'est quand même violent. Voilà. Autre exemple, le spectre de la vérité qui doit être le... sans milieu de campagne, je sais plus où exactement. Toujours en standard, hein, ça... en modificateur négatif c'est -2, -3, -2, donc -7. C'est probablement raté. En cas d'échec, déplacez une fois chaque biaki en jeu non engagé vers l'investigateur le plus proche. Ok, vous déplacez les ennemis. Et en plus, annulez les effets icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Donc encore plus probable que vous ratez votre test. Et en plus, en cas d'échec, perdez une ressource pour chaque point manquant. Encore une fois, vous allez quasiment à coup sûr rater. Et avec un modificateur de -7, il est possible que vous retrouviez avec une valeur de compétence de 0. Donc mettons que vous faisiez un test à, 5 contre 3, vous prenez un -7, votre valeur de compétence est ramenée à 0, voilà, 5 - 7, ça fait -2, c'est ramené à 0, la difficulté était de 3, donc vous avez raté de 3, vous perdez 3 ressources. Encore un exemple, premier scénario de la civilisation oubliée, ça vous fait -x, x étant le nombre de lieux en jeu, 5 max, -x, x est le nombre de cartes dans le deck exploration, 5 max, et -2, si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement à ce test à la place. Alors je connais pas par cœur le scénario, mais une possibilité, c'est que vous ayez mis 2 lieux en jeu,
Donc il y en a 3 en jeu. Le premier -X, un -3. Il reste 3 cartes dans le deck d'exploration, donc encore un -3. Et le -2, ça vous fait un modificateur de -8. Encore une fois, vous avez vraisemblablement raté votre test. Mais si vous êtes empoisonné, de toute façon, à cause de la chose très ancienne, c'est un échec automatique. Donc, si vous êtes empoisonné, par exemple, quand vous piochez l'échec automatique, c'est un échec automatique. Quand vous piochez la chose très ancienne, c'est un échec automatique. Et à cause du Necronomicon, si vous piochez le signe des anciens, c'est aussi un échec automatique. Vous avez, alors je sais plus si c'est 15 ou 16 pions. Et... pardon, je bug. Vous avez 15 ou 16 pions dans le sac du chaos, et il y en a 3 qui sont des échecs automatiques si vous êtes empoisonné. Sachant qu'il y a aussi un -5 qui risque de vous faire échouer. Autre exemple, le cœur des anciens, -2, -2, -3, ça vous fait un -7. En cas d'échec, vous mettez une fatalité sur votre lieu. Si vous êtes empoisonné, vous échouez automatiquement. Et en cas d'échec, vous subissez une horreur. Donc, si vous êtes empoisonné, une fatalité sur le lieu et une horreur. Si vous n'êtes pas empoisonné, y a quand même un fort risque que ce soit une fatalité sur le lieu et vous subissez une horreur. Et là, je vous ai donné uniquement des exemples pour le facile ou standard. En difficile ou en expert, c'est encore pire. Par exemple, le modificateur c'est plus -7, c'est -10. Si vous n'êtes pas empoisonné et que vous échouez, vous devenez empoisonné. Enfin voilà. Du coup, le Necronomicon dans cette version-là, il est tellement violent, je trouve, parce que non seulement dans les faits, il transforme le signe des anciens en échec automatique, comme dans la version classique, mais en plus on se prend tous les effets négatifs des 3 pions. Donc si vous n'avez pas de chance, c'est une horreur plus un dégât plus, je sais pas moi, la perte d'un soutien. Donc pour moi, il n'y a pas de question, le parchemin des secrets améliorés, pour pouvoir, à chaque fois que nécessaire, regarder les 3 quarts du dessous de son deck. Si on voit le Necronomicon, on le défausse. Si on voit pas le Necronomicon, on met des cartes sur le dessus du deck pour mécaniquement faire descendre le Necronomicon vers le fond du deck en espérant pouvoir à un moment donné le défausser. Alors, si vous n'utilisez pas la liste des tabous, ça vous coûte une action. Si vous utilisez la liste des tabous, c'est une action rapide. Et à noter, quand il n'a plus de secret, alors vous pouvez le recharger, ou alors, en action rapide, grâce au fourre-tout, vous jouez un livre, vous dites « j'ai plus d'emplacement de main, je défausse le parchemin des secrets ». Prochaine fois que vous avez un signe des anciens, vous le remontez dans votre main. Grâce au fourre-tout, vous le jouez en action rapide et vous recommencez à filtrer le fond de votre deck pour essayer de ne pas piocher le Necronomicon. Voilà. Et encore une fois, vous pouvez aussi mettre dans votre deck Alisagram, dans le même but de défaut, enfin là c'est mettre en dessous en l'occurrence, mettre en dessous votre faiblesse. Et à noter, si vous avez le parchemin des secrets et Alisagram, pendant une fenêtre d'action rapide, vous regardez la carte du dessus de votre deck, c'est le Necronomicon, vous mettez une fatalité sur Alisagram, vous mettez le Necronomicon sous le deck, parchemin des secrets, vous regardez les 3 quarts du dessous du deck, et là il y a le Necronomicon et vous le défaussez. Bon, par contre ensuite il faudra il faut accepter le fait qu'il y ait une fatalité en jeu. Voilà. Du coup, ouais, ça doit faire une 40aine de minutes que je parle. Et... Bon, je pense avoir une liste de decks sous la main. Non, j'ai une liste de decks à finir. Voilà.
Voilà, j'ai une liste de decks à finir, donc je vais pas en parler pendant longtemps, vu qu'elle est pas finie. Mais ça veut dire que quand j'aurai trouvé le temps de la finir, je la présenterai dans une vidéo de présentation de deck. Voilà, alors je vais faire un petit bilan. J'ai pas fait, comme pour les 6 vidéos précédentes, vraiment de vidéos de comparaison entre Daisy Walker parallèle et standard, parce que il y a trop d'écart, c'est pas simplement 2 cartes remplacées par 2 autres cartes. Mais qu'est-ce que je pense d'elle ? Elle a accès à des livres en plus, ça c'est bien. Sa carte signature lui fait gagner des actions pour poser ses livres, ça c'est bien. À côté de ça, alors elle peut monter plus haut dans sa compétence de volonté, ça peut être très intéressant. Elle peut avoir une super santé mentale, ouais, ok. Mais à côté de ça, elle perd l'accès aux cartes mystiques de niveau 0 à 2, bon, à l'exception de 5. Enfin, elle a le droit d'en avoir 5. Et moi, je trouve que Daisy Walker, la version classique, c'est 3 de volonté, évidemment, je l'ai pas sous la main, la clé de Saint-Hubert qui la monte à 4, éventuellement Wheaton Green de niveau 2 qui la monte à 5. Daisy Walker peut tirer avantage, en version classique, peut tirer avantage des cartes mystiques de niveau 0 à 2, comme typiquement le rituel de recherche de niveau 2. Voilà. Elle peut... Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle peut tirer avantage aussi, par exemple, de la compétence extatique, pour faire de la recharge en secret, ou de comment ça s'appelle, ouverture de portail. Enfin bref, je pense que c'est pas anecdotique le fait qu'elle soit biclassée mystique dans sa version standard, enfin dans sa version classique de la boîte de base, et ne plus avoir accès à ces cartes-là, c'est une perte. À côté de ça, gagner accès à tous les livres non chercheurs, ouais, il y a des avantages. Il y a des avantages. Ouais, je sais pas, je suis dubitatif. Un jour ou l'autre, je la jouerai, surtout que maintenant je l'ai en version, enfin j'ai la carte, j'ai pas besoin d'imprimer et de mettre ça dans un protège-carte. Enfin, j'ai pas besoin d'imprimer moi-même la carte, je l'ai eu avec le 2e cycle fan-made, donc un jour ou l'autre je la jouerai, mais je la trouve pas particulièrement enthousiasmante. Voilà. Bon c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Prochaine vidéo samedi prochain. Le tout pour le tout. Moi je crois que c'est le nom. Donc c'est Schizotool. Voilà. Samedi prochain je mets en ligne la vidéo sur Schizotool parallèle. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.